beaucoup et bienvenue dans ma nouvelle vidéo, donc mon deuxième bilan lecture. De nouveau 6 mangas, on aura 2 tomes d'un même shonen, on aura 2 seinen, on aura un josei et on aura un global manga ou manga français. Voilà, donc avant tout dans cette vidéo, comme c'est des mangas qui sont pas forcément très connus, je vais faire un petit résumé enfin un petit synopsis. Si vous voulez des... Donc je pense que je vais appeler ça des topics manga, donc ce sera un peu un dossier sur un manga pour vraiment beaucoup plus complet. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou sur ma page Facebook ou sur Twitter. En fait, je les ai prévus de les faire, mais pas forcément dans un ordre précis. Donc du coup, s'il y en a un que vous voulez particulièrement, dites-le moi et j'essaierai de le faire plus vite que ce que j'avais prévu forcément. Voilà. Donc on commence avec tout d'abord un manga français. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez forcément duquel je parle, vu que je n'en parle que d'un pour l'instant. Et c'est donc le tome 4 de Radiant. Alors édité chez Ankama et écrit et dessiné de Tony Valentine. Voilà. Donc c'est le tome 4, c'est une série qui est toujours en cours. Donc pour résumer Radiant, il y a des némésis, donc ce sont un peu des démons qui tombent sur la terre. Quand vous en approchez, vous le touchez, vous mourrez instantanément ou alors vous survivez et vous développez une genre d'infection qui peut être physique, mentale, tout cela. Et vous développez la capacité d'utiliser le fantasia. Donc en fait ceux qui survivent au toucher du némésis deviennent entre guillemets des sorciers. Voilà, donc on suit donc Seth qui est le héros principal et son infection c'est qu'il a des petites cornes sur la tête. Donc voilà. Donc son objectif à lui c'est de trouver le Radiant en fait. Et le Radiant c'est le nom qu'on donne à l'endroit où naissent toutes les Némésis. Voilà. Donc dans ce tome 4, on retrouve donc Seth et Piodon, que vous voyez en 4ème de couverture, qui est assez caché, qui ressemblent physiquement beaucoup à Seth et ils ont une grande discussion parce que voilà, on va apprendre la notion de camp ou de clan, ça dépend. On va apprendre que Seth a quand même beaucoup de mystères qui sont liés autour de lui, qu'il les sache ou qu'il ne les sache pas, ça dépend. Donc au niveau des clans en fait il y en a 3. C'est-à-dire que la première c'est la défense de la population saine. C'est-à-dire que vous allez les défendre mais en sachant qu'ils vous crachent littéralement dessus. Hein, c'est vraiment, ils vous haïssent, ils ont peur de vous, enfin ils vous jettent des pains dessus, limite c'est pareil quoi. Donc il y a ça. Le deuxième clan c'est les infectés, donc c'est surtout ce qui regroupe les criminels, les dompteurs de Némésis comme on en voit une dans le tome 4. Donc c'est plutôt, oui, c'est les sorciers qui n'utilisent pas forcément les pouvoirs pour le bien. Et ensuite nous avons l'Inquisition qui sont des chasseurs de sorciers et l'Inquisition elle fait vraiment mal. On voit un ou deux personnages de l'Inquisition, donc le tome à couverture c'est un personnage de l'Inquisition dont je me souviens plus le nom. Et autant vous dire que l'Inquisition, donc c'est la chasse aux sorcières, elle fait mal hein, faut pas déconner avec ça, il vous arrive dessus, commencez à courir quoi. Voilà. Donc dans ce tome, on découvre pas mal de choses. On découvre que Seth, son pouvoir est encore bloqué, déjà qu'il en avait pas mal. Donc il est bloqué avec un pansement et c'est lié à Alma. On a donc la fin du combat de Mélie Grimm contre la dompteuse de Némésis qui s'appelle Ameline. Et que j'ai adoré ce personnage, sincèrement il était magnifique. Autant ses pouvoirs, son caractère, tout était bien. J'ai vraiment adoré ce personnage. On a donc vers la fin de ce combat là en fait l'Inquisition qui débarque et l'Inquisition il en a strictement rien à faire de qui défend quoi, il veut tout embarquer donc c'est un peu la guerre. Donc voilà, on a pas mal de révélations du fight et vers la fin on commence à avoir des pistes pour le Radiant, pour Seth, pour savoir où il doit commencer à se chercher. Et on revoit Alma à la fin que j'aime beaucoup. Alma est donc la tutrice en fait de Seth, donc c'est elle qui l'a élevée et comme il l'a quittée dans le tome 1, je me disais qu'on n'allait pas souvent la revoir parce que voilà, c'est le tout début de l'histoire, c'est juste pas quelqu'un qui fait partie intégrante de l'histoire, c'est pas une héroïne principale. Donc ça me fait quand même plaisir de la revoir dans ce tome 4, ça veut dire qu'on l'oublie pas, qu'elle sera là et qu'on la revoit quand même de temps en temps. Voilà pour ce tome 4, donc je ne sais pas quand sort le tome 5 vu que celui-là vient juste de sortir.
Mais franchement, je continue à adorer Radiant, autant les graphismes, donc je vais essayer de vous montrer quelques pages. Avec mon appareil photo, c'est quand même pas forcément... Sans vous spoiler, parce que là je suis tombée sur un bon gros spoil au niveau de mes pages. Je me suis dit non quand même, ce serait méchant. Ah, j'ai trouvé en plus une page où on voit donc le personnage que je vous dis que j'aime beaucoup, qu'on a vraiment du mal à voir. Je sais pas pourquoi mon appareil refuse de faire les focus, mais j'espère que vous voyez à peu près, voilà. Je pense que je vais finir par mettre des photos directement parce que j'ai vraiment du mal avec cet appareil pour faire les focus. Voilà, donc je continue à lire, je continue à acheter, je continue à surkiffer. Voilà, donc ça c'était dans les mangas français. On passe ensuite au shonen. Donc ce sont 2 tomes de Fairy Tail. Alors pour ceux qui regardent Fairy Tail, il faut savoir que c'est le tome 31-32, donc c'est le début des grands jeux magiques. Pour ceux qui n'ont aucune envie de se faire spoiler, voilà, qui n'ont pas du tout vu, qui sont pas du tout vers ces arcs là, je mettrai dans la description le timing à laquelle je reprends la suite. Mais comme j'ai mes notes en fait, si je les prends à l'envers, j'ai commencé à tout oublier comme j'ai fait pour le premier lecture en cours, et j'ai vraiment envie de ne rien oublier cette fois-ci. Donc le tome 31 et 32, donc c'est le début des grands jeux magiques. Dans le 31 on a la préparation en fait des grands jeux magiques, il leur reste 3 mois pour s'entraîner. Et il faut qu'ils s'entraînent parce qu'un membre lambda de la guilde Max, qui contrôle le sable, a quasiment mis KO Natsu, quand même l'un des principaux personnages. Autant vous dire qu'ils ont sacrément du retard avec leurs 7 ans. Donc là c'est plutôt leur entraînement et on a la première épreuve des grands jeux magiques. Donc il faut savoir que dans l'équipe, c'est une équipe basique qu'ils ont fait pour les grands jeux magiques. On a donc naturellement Natsu, Grey, Erza, Lucy, normalement Wendy, mais elle sera remplacée par Elfman. Donc voilà, ce sont ces 5 là qui participent, je crois que je ne l'ai pas oublié. Donc voilà. Donc on revoit aussi, enfin on découvre une nouvelle guilde pendant l'entraînement leur entraînement au Fairy Tail, qui est la Crimson Sorcière, donc c'est ni une guilde clandestine ni une guilde légale. C'est une guilde qui est dirigée par Gerald, ainsi que Meldy et Ultier. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, ce sont des personnages qu'on avait vus qui appartenaient à la guilde de Grimoire Arts. Voilà. Donc j'étais vraiment contente de les revoir parce que c'est des personnages que j'aimais bien. Donc j'ai vraiment bien aimé ce tome parce que j'aimais bien. J'aime bien leur entraînement qui au final n'est pas un entraînement parce que les esprits de Lucy ont voulu lui faire une petite fête. Le souci c'est que un jour chez les esprits c'est égal à 3 mois sur Terre. Du coup il en restait 5 jours d'entraînement. Je ne vous dis pas comment est-ce qu'ils ont réussi à s'entraîner, je vous garde un petit peu le mystère. Voilà. Donc j'ai vraiment bien aimé, toujours bien dessiné, toujours un peu d'humour. Souvent il y a toujours une petite touche d'humour avant vraiment les combats, les gros arcs entre guillemets. Donc voilà, ce petit tome se lit tranquillement. Dans le tome 32, donc là on commence sérieusement la première journée des grands jeux magiques, tout d'abord par la présentation des équipes qualifiées. On a forcément Fairy Tail, on a la guilde Quattro Cerberus, Mermaid Lane, Sabertooth, bien sûr Lamia Scale et Blue Pegasus. On a aussi Raventail qui est dirigé par le père de Laxus, autant vous dire que ça va faire des étincelles. Voilà, ainsi qu'une 8ème équipe particulière pour ceux qui savent. Donc c'est l'équipe B de Fairy Tail, donc le maître a inscrit 2 équipes. Dans l'autre équipe, donc si je me souviens bien, il y a Luxus, Gajil, Miragen, Mistogan. Et je crois que j'en oublie pas, peut-être. Voilà, donc vous me le rappellerez si j'en oublie. Ah si, Juvia quand même. Ouf, quand même oublié la petite Juvia, c'est pas très gentil pour elle. Voilà, donc on commence vraiment les combats. Donc on commence la première épreuve du cache-cache, largement remportée par Rufus de Sabertooth qui incline déjà, qui monte leur domination, qui sont pas la première guilde de Fjord pour rien. Ils sont vraiment très forts. Ensuite on enchaîne avec des combats. Le combat Lucy contre Flair, c'est vraiment mon combat préféré. Parce que Lucy elle montre que elle déboîte, elle a des clés mais elle déboîte, elle sait s'en servir. Forcément Flair vient de Raventail, alors le combat ne se passe pas forcément tout à fait normalement, mais ce n'est pas grave.
On a ensuite un combat contre un membre de Sabertooth et une guilde, je crois que c'est les Quattro Cerberus, un membre des Quattro Cerberus. Le personnage de Sabertooth, donc vous voyez là tout en bas, non, en fait vous voyez pas du tout, contrôle la foudre, donc avec Luxus dans le combat, dans les grands jeux magiques, ça risque d'être très intéressant si ils recombattent ensemble. Voilà, donc c'est tout. Donc pour la première journée, Sabertooth au niveau des scores est premier. Fairy Tail, ces deux équipes sont dernières. C'est vraiment une première journée, elle commence pas très bien. Voilà. Donc j'adore toujours Fairy Tail, j'ai acheté ces deux-là. Il me reste le 36 à lire. Donc bien éloigné, mais... Ensuite, on passe au 2 Seinen et avec limite un coup de gueule parce que ce manga m'a fait criser. Il s'agit de Witchcraft World, ce tome 8 de Ryu Miyazaki, édité chez Kana. C'est un livre que j'emprunte et non que j'achète, et heureusement parce que je crois que j'aurais revendu la collection dans l'instant sinon. Alors il faut savoir tout d'abord en regardant la couverture, donc pour l'histoire de Witchcraft, elle est un petit peu compliquée, je vais essayer de vous la résumer. Donc en fait il y a des sorcières dans la ville, il y a les sorcières des tours qui sont entre guillemets des sorcières malfaisantes, même si pour moi ils font pas vraiment de choses très très méchantes, hein, mais bon, à part quelques éléments. Et on a les sorcières des ateliers qui sont là pour défendre. Donc on retrouve donc l'héroïne que tout le monde appelle Princesse, qui est une sorcière des ateliers et qui s'appelle Kagari, pardon, qui donc protège Takayami, ouf, les gens japonais, on va l'appeler Taka, ça ira très bien. Donc elle le protège, c'est une sorcière des flammes extrêmement puissante et quand ils sont ensemble elle est tout simplement invincible, invulnérable, on ne peut pas la tuer. Ils ont un lien très fort, lui aussi a une magie très particulière mais elle est scellée en fait et on va suivre en fait un petit peu leurs aventures parce que Taka, tout le monde le veut, c'est-à-dire que les sorcières des ateliers veulent le garder pour elle mais ils ne savent pas vraiment pourquoi. Et les sorcières des tours veulent l'avoir aussi. Donc c'est assez particulier. Alors il faut savoir que cette couverture est assez particulière aussi parce que sur le tome 1 en fait c'est la princesse qui porte Taka. Alors que là donc c'est Taka qui porte la princesse. Donc normalement ça fait un retournement de situation. Voilà. Alors il faut savoir que dans la fin du tome 7 on arrive à la demeure familiale de la princesse et normalement c'est là où on va commencer à avoir des révélations parce qu'aucun des deux ne sait pourquoi ils sont liés, ils ont tout simplement oublié. Donc moi je m'attendais à énormément de révélations et en fait pas du tout, enfin quasiment aucune révélation. On a un flashback et donc on sait qu'ils se sont entendus quand ils étaient petits et c'est sympa de le préciser mais je pense que je m'en doutais un peu vu qu'ils étaient liés, qu'ils s'étaient déjà rencontrés tout cela. Donc on apprend que la princesse avait été malade et que Taka maîtrisait plutôt bien la magie alors qu'actuellement elle ne sait pas du tout l'utiliser. Voilà, donc il faut savoir que cette partie révélation ne dure pas très très longtemps en fait dans le tome. Alors que je pense que c'était l'intérêt principal justement de ce tome. Voilà, la partie révélation elle prend ça du tome et tout ça c'est un peu... Ça se laisse lire en fait, c'est pas captivant, on a de nouveau une crise de jalousie de la sœur de Taka, donc qui s'appelle Kazumi, et qui en fait aime vraiment beaucoup son frère, c'est vraiment du limite... Alors je sais pas trop comment expliquer ça, mais elle aime vraiment beaucoup et puis elle est jalouse que la princesse vole un peu son frère. Donc on a de nouveau chaque crise de jalousie qu'on avait dans le tome 16, dans le tome 6, dans le tome 5, dans le tome 4, on l'avait dans tous les tomes, elle commence à revenir super souvent, ça commence à être un gag récurrent mais pas drôle quoi. Donc bon, je vous avouerai que cette partie là je me suis un peu fait chier à la lire. Donc de nouveau la crise de jalousie. Ensuite on découvre que donc la mère de Taka, les deux familles donc de la princesse et de Taka sont très liées, a la même cicatrice que la princesse, donc forcément fait par la même personne. On le savait déjà, c'est juste que on l'avait déjà vu par rapport aux autres chapitres, mais là c'est la confrontation directe entre les personnages, c'est-à-dire que les personnages sont au courant de cette chose-là. Ensuite on a une vague visite
Alors tout d'abord on a un souvenir de Taka qui se revoit avec donc la mère de la princesse avec qui il était parti quand il était petit. Oui, vraiment très très compliqué cette histoire à suivre, c'est hallucinant. Euh, qu'ils avaient rencontré un méga gros chien, un méga loup de 500 mètres de haut, enfin voilà. Voilà, on a un petit souvenir comme ça. Puis après, ils se déplacent et puis ils vont voir. Donc Takaya et la princesse vont voir un personnage inutile pour au final ne rien apprendre. Ça prend encore un chapitre, on n'apprend strictement rien du tout. Et on a un petit chapitre sympa à la fin, c'est-à-dire qu'on sait comment est née l'amitié entre la sœur de Taka, donc Kazumi, et son amie Yoshiko. Voilà, Yoshiko, j'ai vérifié. Franchement, ce tome-là, je suis contente que c'est pas moi qui l'ai acheté parce que franchement, je me suis fait chier. Je l'ai lu en 4 fois. Donc ça veut dire que je me suis arrêtée 4 fois. Ça veut dire que 4 fois, j'ai trouvé plus intéressant à faire que de finir ce manga. Pourtant, un manga, voilà, c'est pas comme si je disais j'ai un livre de 500 pages à lire. Voilà, c'est pas très long. Il y a beaucoup d'images, donc c'est pas forcément énormément de lecture. Mais franchement, je lirai certainement le tome 9, mais vraiment pour savoir un peu ce qui se passe. Et si le tome 9 est pareil, c'est-à-dire qu'il y a 2 chapitres de révélation totalement useless parce qu'on n'apprend réellement rien en fait. Et le reste, c'est bateau, ça sert à rien, ou alors c'est juste des trucs, c'est encore la crise de jalousie de la sœur. Je vous jure que si elle sort dans le tome 9, je vous jure que j'en peux péter un câble. Voilà, donc vraiment grosse déception sur ce tome. Je vais passer littéralement parce que je pense que j'ai assez crié dessus. La série est pas trop mal, je sais qu'il y a un animé qui est sorti dessus et que je n'ai pas du tout regardé. Au début la série partait pas trop mal mais là je commence à en avoir ras-le-bol des crises de jalousie de la sœur et que l'intrigue n'avance pas. On est au tome 8 et on ne sait toujours rien quasiment. C'est... J'espère que c'est pas une série qui est prévue pour faire 50 tomes parce que les gars, si vous faites une série de 50 tomes, faut au moins que vous donner des petits éléments de temps en temps parce que là ça sert à rien. Voilà, donc passons au coup de gueule. Allez hop, on passe donc au deuxième seinen, beaucoup mieux. Il s'agit de Iris Zero, le tome 6, de Otaru Takana et de Piroshiki, édité chez Doki Doki. Alors Iris Zero, donc pour le synopsis, en fait, les personnes donc de la génération actuelle dans ce manga naissent quasiment tous, il n'y a que 0,03% qui ne naissent pas comme ça, avec un iris qui a un pouvoir particulier. Donc par exemple, voir les mensonges, voir quelle personne va... Enfin, si une personne va tomber malade ou mourir, si la personne correspond à une recherche particulière, voilà. Donc en fait, ils regardent leur monde et il y a des choses qui s'affichent en fait. C'est assez particulier. Et donc ensuite, on suit les aventures de Toru qui lui est un iris 0. Donc c'est à dire qu'il lui il voit totalement normalement comme vous et moi. Sauf si vous avez des pouvoirs particuliers, mais bon. Donc c'est à dire qu'il voit normalement, mais il a une qualité, c'est qu'il sait faire marcher son cerveau. Dans les premiers tomes, Toru il a vraiment un but d'exposition minimale, c'est-à-dire que moins on le remarque, plus on trouve qu'il n'est pas là, qu'il est invisible, moins on va le saouler avec son iris, enfin son non-iris justement. Mais il va quand même trouver des amis, donc là on a donc l'héroïne principale que vous voyez qui est rousse et qui s'appelle, je me souviens plus, Koyuki. Voilà, Koyuki. Donc c'est tout un groupe mais c'est principalement centré sur les deux, donc Koyuki et Toru. Donc dans le tome 5, donc dans le dernier chapitre du tome 5, une de leurs amies, donc Ayashi, pourquoi je l'appelle Ayaka Ayashi, commence à dire Toru, tu vas continuer à ignorer les sentiments de Koyuki pendant combien de temps? C'est-à-dire que Toru sait pertinemment que Koyuki l'aime, mais il essaie de l'ignorer parce qu'il ne veut pas casser l'ambiance du groupe, il ne veut pas déformer le groupe, ni quoi que ce soit en fait. Donc c'est assez particulier. Donc, dans le début de ce tome 6, il est assez en interrogation, il essaye d'être gentil mais pas trop, enfin il est un peu bizarre. Et on va voir la nouvelle apparition d'un personnage qui s'appelle Rei, qui tout simplement a perdu le bout de son pendentif qu'elle cherche et à laquelle elle tient beaucoup. Et son iris permet d'afficher les probabilités et en regardant Toru, elle voit qu'il y a 100% de probabilité qu'il trouve son pendentif. Donc voilà, et donc va y avoir entre guillemets
l'histoire entre Toru et Koyuki qui fait que... Koyuki, pourquoi j'ai... Oui. Ouf. Oh, je commence à fatiguer avec tous les noms. Koyuki, parce que donc, comme il veut pas blesser Koyuki, il veut pas aider Rei. Parce que, voilà, ce serait s'intéresser à une autre fille pile devant Koyuki, ça le ferait pas, du coup il veut pas trop. Mais Koyuki, elle est vraiment gentille, elle veut juste aider la personne. Donc voilà. Donc ce tome-là tourne entièrement à la recherche du pendentif de Rei, en sachant que beaucoup de personnages interviennent, il y a beaucoup de situations qui vont un petit peu se démêler, et à la fin de ce tome 6, on n'a pas totalement réglé le cas de Rei, qui je pense va sûrement devenir un des personnages du groupe à part entière, parce que je crois qu'elles sont pas dans le même lycée. Donc franchement j'ai bien aimé, j'ai toujours du mal à lire Iris Zero, c'est vraiment hallucinant parce que dans ma tête c'est toujours un shoujo en fait et non pas un seinen. C'est-à-dire que je l'achète parce que je sais que j'aime cette série, mais j'ai la flemme de lire parce que je me dis allez ça va être un truc gnangnan et tout, j'ai pas envie. Et à chaque fois je le lis et en une heure je l'ai fini parce que j'ai tellement aimé. C'est juste, des fois j'ai des bugs dans ma tête, je me dis c'est un shoujo donc ça va forcément être comme ça, mais non. Faut que j'arrête les préjugés sur les mangas, c'est pas bien. Donc voilà, donc je vous invite si vous voulez un seinen, c'est un shoujo avec plus de maturité, avec plus de comportements qui pourraient être possibles dans la vraie vie, c'est-à-dire que c'est pas juste on tombe amoureux, puis merde, puis voilà, ça se passe tranquille, voilà, il y a genre 3 problèmes qui arrivent dans la vie, puis c'est tout. Non, franchement, super intéressant ce manga, je continue à l'acheter. Il est toujours en cours au Japon, si je me souviens bien. Les dessins sont vraiment sympas et l'ambiance est vraiment autant il y a des moments qui sont joyeux, autant il y a des moments qui sont tristes et franchement je vous le recommande. Voilà. Ah, j'ai reçu un message. Et le dernier manga sur la liste qui est donc un josei. Un josei, mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est le seinen mais version mec, donc c'est un shonen plus évolué. Vous avouez que je n'aurais jamais su si je n'avais pas fait cette vidéo et donc chercher le genre de ce manga. Il s'agit tout simplement de mon coup de cœur de cette année, c'est donc Servamp, le tome 7, écrit par Tanaka Strack et édité chez Doki Doki, de nouveau. Alors, Servamp, c'est vraiment un manga, mais magnifique. Alors, il faut savoir que j'ai acheté le premier tome parce que j'avais vu dans un magazine qu'il avait l'air sympa, que je me suis dit, oh, des vampires, c'est vrai, j'aime bien ça, allez, on va lire. Et à cette période-là, je lisais plus trop de mangas parce que ça m'avait saoulé, c'est-à-dire les Naruto, les One Piece, les Fairy Tail où ça se passe toujours comme je l'attends, c'est-à-dire que c'est toujours le héros principal qui va finir par devenir surpuissant et contre-attaquer. Mais là, je vous jure que ce manga, il m'a fait rire le premier tome, mais pendant une demi-heure, j'en pouvais plus. Donc l'histoire est très simple, on retrouve Mayuri, voilà, qui en fait, lui c'est un garçon simple, il veut que les choses soient simples, il veut pas se faire chier, littéralement. Un jour il recueille un petit chat, le petit chat est noir, il l'appelle donc Kuro, qui veut dire noir en japonais. Or, il s'avère que ce petit chat est un servamp, donc c'est un vampire qui a un maître. C'est-à-dire que quand il l'a appelé Kuro, il l'a baptisé, il est donc devenu le maître de Kuro. Et Kuro est donc le servamp de la paresse, parce qu'il y a un servamp pour chaque péché capitaux. Donc, autant vous dire que dans les premiers tomes, Kuro, c'est vraiment la paresse incarnée. C'est-à-dire que quand Mayuri veut, je sais pas, se battre parce qu'un ennemi l'attaque, Kuro, il est là en train de dire attends, j'ai pas cherché, démerde-toi, je vais aller faire une sieste. Voilà, donc il est vraiment très drôle. Mais dans le tome 7, on commence sérieusement à attaquer les choses sérieuses. Parce que un servant, donc le 8ème, alors que normalement il n'y en a que 7, le servant de la mélancolie, donc il s'appelle Tsubaki, a décidé de faire la guerre à tous les autres servants. Donc du coup là ça commence à devenir sacrément sérieux parce que là ils ont tous, enfin tous, quelques servantes parce qu'ils ne sont pas tous dans le combat, ils ne sont pas tous concernés, voilà. C'est un peu dur de demander à des péchés capitaux de se bouger. Donc ils vont tout simplement, donc là ça commence à rentrer un peu en guerre. On a donc le servant de l'avarice et son maître. Donc le servant de l'avarice se transforme en petit hérisson, parce qu'il faut savoir que chaque servante a une forme animale. Donc j'adore ce duo, franchement, le servant de l'avarice et son maître sont mais opposés impossibles, et justement ils se sont fait kidnapper en fait dans le tome 6. Et donc tout le monde va partir à sa recherche, toute l'équipe va partir à leur recherche.
Sauf que eux en fait, ils ont été donc ils sont dans 2 pièces différentes séparées par un mur. Et eux ils se sont dit nous on n'est pas normal, hein, voilà, nous on est vraiment... En fait au lieu de céder, ils ont commencé à s'engrainer et ils ont commencé à péter le mur entre eux et à se lancer dans un combat. Et franchement ce combat est juste magnifique parce que donc le maître et le servant combattent très bien, ils sont vraiment assez puissants. On découvre en même temps le passé de l'avarice qui était donc l'objectif principal du maître, de vraiment commencer à faire réagir son servant parce qu'il commençait à être vraiment au taquet quoi. Donc on a un magnifique combat qui ensuite s'enchaînera contre un combat contre l'un des plus forts subordonnés de Tsubaki, voilà. Vraiment beaucoup de combats et beaucoup d'humour encore dans ce tome. On en apprend plus aussi sur le passé de Kuro qui était un peu renfermé sur lui-même, littéralement il était dans une boule noire quoi. Donc c'est Maori qui va réussir à le sortir de là. Vraiment ça commence à passer des choses sérieuses et peut-être que dans le tome 8, j'espère, c'est ce qui est un peu annoncé, on va savoir les véritables motivations de Tsubaki parce que depuis le tome 1, on sait qu'il fait la guerre aux servantes. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi il se programme le 8e ancêtre, donc le 8e servant. On ne connaît pas réellement ses intentions, mais là ils sont chez lui et je pense que ça va sacrément envoyer. Voilà, il faut savoir aussi que dans les tomes précédents, certains servants ont été vidés de leur énergie, donc ils ne sont... toute l'équipe n'est pas forcément au top de leur forme, donc ça attend vraiment. Franchement, ce manga, je le conseille, j'adore les graphismes, ils sont géniaux, il y a vraiment beaucoup d'humour. Pour ceux que ça inquiète, parce que par exemple là sur le derrière vous voyez donc ce sont 4 mecs, il y a donc entre guillemets deux couples, donc on a ici donc Kuro, donc le servant de la paresse et son maître, et ici le servant de l'avarice et son maître. Ce n'est pas Shonen Ai, ce n'est pas Yaoi, ce sont juste parce qu'ils sont liés par le lien du servant. Donc je vous rassure, si c'est ça qui vous bloque, non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a que le servant de la luxure qui des fois part un peu en live, mais j'ai envie de vous dire, il représente la luxure. On peut pas lui demander de se tenir à carreau tout le temps. Voilà, vraiment super découverte. Je le mettrai dans ma vidéo spéciale Noël que je vous prépare. Hein, soyez là, je sais pas trop quand je vais la sortir, mais je vais en sortir une. Voilà, donc vraiment j'étais super contente de ce tome 7. J'attends le tome 8 de nouveau avec impatience. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Voilà, donc j'ai fini tous mes mangas. Donc je vais vous donner des petites infos, forcément, fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires. Même si c'est pas des commentaires qui vous avez grand chose à dire, c'est juste, bah tiens, moi j'ai lu Servant. Moi j'ai lu Iris Zero, moi j'ai lu Fairy Tail, n'importe quoi. Ça fait toujours plaisir de recevoir des commentaires parce que ça montre que les gens regardent, parce que je fais pas ces vidéos pour moi, je fais ces vidéos aussi pour vous. Et ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui les regardent et qui les apprécient. Ensuite, j'ai enfin réussi à créer ma page Facebook. Donc vous pouvez donc aller sur Facebook et me suivre, donc le lien sera dans la description. Vous pouvez m'envoyer des messages privés pour me parler de tout ce que vous voulez, des questions, des futures vidéos, juste parler comme ça. Allez-y, moi je suis totalement ouverte à ces discussions-là. Je suis donc toujours sur Twitter, qui sera aussi dans la description. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous vous abonnerez parce que c'est aussi super sympa de vous abonner et de donc suivre toutes mes vidéos. Surtout que pour le mois de décembre j'en prévois beaucoup. Donc j'ai beaucoup travaillé pendant ce mois de décembre alors qu'il y a les fêtes. Franchement je sais pas ce qui m'a pris dans ma tête mais bon, allons-y. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et ben je vous souhaite une très bonne semaine et de très bonnes fêtes pour ceux qui la regardent peut-être en retard, pour ceux qui commencent déjà à préparer les fêtes, les cadeaux, tout ça, tout le bordel quoi. Allez hop, ciao!